Bonjour chers condisciples bourguignons, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation de Montjoie-Saint-Denis sur le thème de la Belgique des Principautés. Je vous laisse sans plus tarder sur la présentation et bonne écoute à vous. Donc, déjà, je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai fait cette présentation. Parce que sur le cercle, vu que vous êtes tous des Français, vous aimez bien me taquiner avec vos railleries en disant que la Belgique est un pied-à-terre français, par exemple. Mais j'espère en tout cas qu'à la suite de ce cycle, vous saurez apprécier cet État francophone, en partie, qui est à vos côtés. Et je suis sûr que vous saurez le savourer correctement. Mais pour ne pas commencer cette histoire directement avec les premiers peuples qui ont foulé le sol belge, et donc ajouter à ce cycle d'autres présentations encore, je vais commencer directement l'histoire aux entités territoriales qui forment l'actuelle Belgique, en introduisant par exemple l'origine de l'éphémère duché de Lotharingie, né du très célèbre royaume de Lotharingie, et plus précisément aussi du comté de Flandre, du comté de Hainaut et du duché de Brabant. Mais je vais passer un peu plus sur la principauté de Liège, mais moins dans les détails du coup. Et le duché de Bouillon, on va en parler aussi, mais pas du comté de Namur ni du comté de Luxembourg. Voilà. Donc, pour situer géographiquement les territoires de la Belgique à cette époque, c'est vraiment le confin de la Francia Occidentalis, donc la future France, et de la Francia Orientalis, donc la future Allemagne. Et déjà à l'époque, donc je vais parler du traité de Verdun dans une minute, mais c'est déjà à travers son sol que passe la frontière qui séparait les deux grands États de l'Occident. Donc à cette époque, l'Occident donc la future France et la future Allemagne, deux grands États, et la Belgique la frontière passe en plein milieu des territoires, quoi. Mais du coup, avant de recevoir son tracé final, qu'il va conserver presque intact jusqu'au règne de Charles Quint, la frontière elle va beaucoup flotter de l'est à l'ouest, avec des multitudes de guerres et de traités qui vont au final caractériser cette région, puisque Allemands et Français vont souvent se battre sur le territoire belge pour justement changer la frontière. Et déjà, on peut dire qu'il importe de remarquer que tous les successeurs de Charlemagne ne sont jamais préoccupés de fixer la frontière en fonction de l'ethnicité ou même du langage des hommes qui les habitaient. Aussi simple que ça puisse paraître, puisque par exemple l'Alsace et toutes les parties en fait en dessous de la Belgique, la frontière suivait vraiment la ligne de démarcation entre peuples de langue romane et peuples de langue germanique, sauf en Belgique, qui a eu une exception, donc je vais parler juste après, avec le traité de Verdun de 843, que vous connaissez sûrement tous, qu'on vous a appris à l'école, etc. Et c'est ce traité qui ouvre en fait la série des partages si fréquents dans l'histoire de la Belgique. C'est le premier d'une très longue série, hein, croyez-moi-en. Alors, il attribue à Lothaire les territoires compris entre le Rhin et l'Escaut. Donc, je vais vous envoyer une carte de l'hydrographie belge, parce que je suppose que l'école de la République ne vous apprend pas ça, malgré qu'elle ait été sous la République. Donc voilà, donc l'Escaut, c'est le fleuve qui va qui descend vers Gand, qui passe à Gand et puis qui descend pour s'arrêter à Anvers. Donc ça c'est l'Escaut. Et la Meuse, dont un autre fleuve dont je parlerai pas beaucoup, mais qui passe à Namur et à Liège, donc, et qui longe après la frontière actuelle avec les Pays-Bas. Du coup, il attribuait les territoires entre le Rhin et l'Escaut à Lothaire, tandis qu'il attribuait à Charles le Chauve ceux qui s'étendaient de l'Escaut à la mer. Donc on voit que le pays est déjà coupé en deux, et il ne se rejoindra que 10 siècles plus tard en fait. Du coup, à la mort de Lothaire, donc l'empereur, pas l'empereur, mais celui qui était le roi de la Francia Orientalis, il naquit un royaume que l'on nomma, faute de mieux, Lotharingie, en fait en l'honneur tout simplement du roi Lothaire II,
qui reçut la couronne. Et dans ce royaume vivaient déjà côte à côte les Frisons, donc la Frise qui est dans les actuels Pays-Bas, les Francs, les Alamans et les Wallons. Donc c'est un royaume qui est assez vaste. Du coup, dans ce royaume, en fait, c'est vraiment le royaume qui contient les plus belles et les plus célèbres parties du monde carolingien. Donc, par exemple, comme la ville impériale d'Aix-la-Chapelle, toutes les villes ecclésiastiques comme Cologne et Trèves, les grandes villes, qui sont des centres intellectuels très importants à l'époque, et les fameux vignobles du Rhin et de la Moselle. Donc, en réponse à la faiblesse du triste règne de Lothaire II, par exemple, on voit déjà que l'aristocratie locale, elle avait déjà tout compris, elle savait qu'elle avait tout à perdre à devenir le sujet de Charles le Chauve ou de Louis le Germanique, puisque au contraire, elle gagnerait à rester sujet d'un roi qui était faible et dont il serait au final le maître, puisque Lothaire II, son règne est caractérisé par une grande faiblesse de sa part, il n'a pas su gérer ses vassaux et tous les aristocrates locaux qui ont plus fait la loi. Et donc c'est peu ou prou à cette période que les nobles lotharingiens vont acquérir la réputation de turbulence et de sauvagerie qui vont vraiment conserver pendant longtemps. On va en reparler pendant toute cette présentation, et notamment suite à l'aventure d'Hugues, donc c'est le fils bâtard de Lothaire, parce qu'il y avait une révolte et ils ont voulu ceindre la couronne sur sa tête, mais Hugues fut tué. Voilà. Donc on sait qu'à la mort de Lothaire II, Charles le Chauve a voulu annexer la Lotharingie, mais suite aux protestations de Louis le Germanique, donc Louis II, et peut-être aussi parce que Charles avait peut-être peur de faire une guerre contre les Germains, mais en tout cas il y a eu le traité de Mersenne en 870 qui fixa les nouvelles frontières, donc la frontière entre les deux États fut redessinée, et elle suit la ligne de séparation entre les hommes de langue germanique et ceux de langue romane. Donc c'est vraiment ce que je disais tantôt, parce que le territoire de Lothaire II, il descendait vraiment très bas, dans l'Alsace, etc. Et du coup, dans tous ces territoires, il va suivre la ligne de séparation entre les hommes de langue germanique et ceux de langue romane, sauf la Belgique, en fait, où il y a vraiment, on va dire, une annexe germanique en Francie et une annexe romane en Germanie. Et du coup, le territoire belge, à part du coup vraiment le côté, les cantons, etc., les actuels cantons, en fait, toutes ces parties-là furent occupées par l'empereur d'Allemagne, enfin pas l'empereur, mais le roi de Germanie. Et du coup, là, avant le traité de Verdun, en fait, j'ai oublié de vous mentionner, pour un peu resituer le contexte, que c'est à cette période, en 820 à peu près, qu'on recense déjà les premières incursions normandes sur les côtes flamandes, qui sont très vite suivies en fait par des expéditions de masse, parce que les Pays-Bas en fait ont une situation fluviale qui est très particulière, et du coup ça facilite pas la tâche aux populations locales, puisque les Normands vont profiter des voies fluviales. Et du coup, en fait, s'ouvre une période très sombre dans l'histoire des Pays-Bas, puisqu'ils sont livrés à toutes les horreurs et l'anarchie de l'invasion. Et en plus, c'est à peu près à cette période que coïncide la disparition de l'ordre des choses qu'avait créé Charlemagne dans son empire. Et du coup, en fait, les populations, qui étaient très nombreuses à l'époque, dans tous les territoires sillonnés par les bras de la Meuse, du Rhin, de l'Escaut, les chroniqueurs de l'époque nous rapportent qu'elles sont déjà désertes en fait. Toutes les populations sont soit massacrées ou principalement c'est l'exode en fait. Alors l'aristocratie de la Lotharingie de la Flandre, ça, je pense que vous le savez tous, mais l'aristocratie en Europe c'est un peu le produit des causes, parce que l'Europe est socialement agricole, et du coup c'est ça qui a instauré le régime féodal. Voilà. C'est l'anarchie de l'époque qui a fait en sorte que l'aristocratie a pu émerger. Voilà, donc lorsque Charles le Gros, donc le fils de Louis le Germanique, Louis II, il est déposé, donc c'est un triste règne, hein. Il a réussi à
a ressuscité en quelque sorte l'empire de Charlemagne, une dernière fois que l'empire est réuni sous son sceptre, et sa déposition va donner lieu à la dislocation de l'empire. Et de là, en fait, Arnould de Carinthie va devenir donc le nouveau roi d'Allemagne, et il va rétablir le royaume de Lotharingie qui avait momentanément disparu, avec le traité de Mersen. Et du coup, il va le créer en faveur de son fils Zwentibold. Et c'est vraiment Zwentibold qui va être le premier, on peut dire, le premier souverain étranger que la politique va si souvent imposer à la Belgique. Pas très longtemps que ça. Il y a 200 ans à peine, on avait encore un souverain imposé. Et puisque en fait Zwentibold, il est arrivé un peu pauvre, dans le sens où il avait rien à donner, il avait rien à offrir aux aristocrates. Je vois qu'il y a Colonem qui te demande des dates, mais donc le repère chronologique pour Charles le Gros, c'est la fin du. C'est vraiment donc Charles le Gros, le décès c'est 888, donc c'est vraiment la fin du Xe siècle. C'est juste après le traité de Mersen en fait, donc de 870. Et donc il y avait une multitude, vu que la province de Lotharingie, elles étaient très riches. Et ben il y avait une multitude d'anciens domaines royaux dans la province. Et les aristocrates locaux en ont profité pour prendre dans leurs mains tous les anciens domaines royaux. Et du coup, Zwentibold, il arrive en Lotharingie et il a rien à donner en fait aux aristocrates pour maintenir la paix. Et du coup, il se retrouve rapidement pris à la gorge par une alliance de ces mêmes aristocrates qui avaient soutenu juste avant l'aventure de Hugues pour restaurer le royaume. Et cette nouvelle alliance, cette coalition contre Zwentibold, elle fut menée par la première grande figure féodale de l'époque, donc qui est régnée au long col. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas c'est le fils du comte Giselbert, donc il appartient à la première dynastie qui règne sur le comté de Hainaut. Voilà. Et dans ses veines, en fait, coule aussi le sang carolingien, parce que sa mère est la fille de l'empereur Lothaire. Et c'est à lui, en fait, que se rattacheront tous les princes, donc à sa lignée, que se rattacheront les princes qui vont régner dans le Hainaut et dans le Brabant. Voilà. Après, en fait, il a vraiment un très grand territoire. Il a des milliers de paysans et des centaines de vassaux qui vivent sur ces terres. Donc ça, c'est un peu la Lotharingie de l'époque. Donc ces terres, elles appartenaient aussi bien au monde roman qu'au monde germanique à régner. Donc ces hommes, en fait, ils saluaient le Seigneur dans les deux langues. Et le Seigneur arrivait aussi bien à leur parler en roman qu'en germain. Et c'est cela précisément en fait qui le diffère des ducs allemands par exemple, qui représentent des peuples naturellement. Chaque duc a son peuple. Son pouvoir n'a pas une base ethnographique comme les autres. De là qu'il est respecté plus pour sa puissance que par, on va dire, par le fait qu'il soit un représentant naturel. Les hommes dont il est le seigneur n'obéissent non pas comme à l'Est, par exemple par instinct de race, mais parce qu'ils reconnaissent en lui le grand seigneur féodal. Et c'est Régnier qui va inaugurer en fait contre Zwentibold, le roi de Lotharingie de l'époque, une politique qui va rester dans sa lignée, et qui va souvent être utilisée contre les suzerains étrangers. Donc c'est un peu une politique de bascule, dans le sens où Régnier va s'allier avec le roi de France, donc Charles le Simple, et il va former une coalition avec, pour écraser Zwentibold. Et sa coalition vaincra, il va faire disparaître, encore une fois, le royaume de Lotharingie. Donc le royaume de Lotharingie qui aura duré finalement pas très longtemps. Et donc Régnier, c'est comme ça qu'il va devenir le maître incontestable de toute la région qui s'étend de la Meuse, donc le fleuve dont je vous avais parlé, qui va de Namur à Liège sur la carte, donc du fleuve de la Meuse à l'Escaut. Donc tout ce qui est entre les deux lignes, ça va être son territoire. Et en fait, il a
il a pas de titre en fait. Enfin, on sait pas trop, mais les seuls titres qu'on lui donne, euh, voilà, sont dus à l'énormité de ses domaines, sur lesquels il exerçait une autorité quasi souveraine. Et les chroniqueurs du temps en fait, vu qu'ils ne savaient pas quel titre lui donner, ils vont lui donner le titre de Missus, de Dux et de Marquio. Il avait il était appelé de différentes façons, donc c'était pas très définitif comme titre, puisque vu que ce territoire va être destiné à se morceler, c'est plus tard que les titres définitifs de ses successeurs vont vraiment être ancrés. Mais en tout cas, on sait qu'il est fils de comte, donc on peut imaginer que il est comte, mais qu'il a un territoire qui lui permettre de se faire appeler duc ou marquis. Et donc ce cher régnier, il va même refuser de reconnaître l'autorité des rois allemands sur lui, parce que normalement il est censé être le vassal sous l'autorité des rois allemands en tout cas. Mais vu qu'avec la politique de bascule, il va plutôt aller vers le roi de France contre les rois allemands. Et du coup, il refuse de prêter serment. Et il va prêter serment plutôt au roi de France. Puisqu'en fait, il sait que le roi de France est trop faible pour exercer une quelconque autorité sur lui. Grand seigneur. Et du coup, le roi de France, Charles le Simple, il vient juste prendre possession du pays formellement, mais il va lui laisser sa totale autonomie au final. À un moment, ce cher régnier va décéder et c'est son fils Giselbert qui va lui succéder en fait, et de façon assez rare pour l'époque. C'est que Giselbert, il va prendre le territoire va pas se morceler comme il est coutume souvent par partage salique, mais il va lui succéder sans aucune opposition, tant l'autorité était établie dans le territoire de régnier au long col. Et ce cher Giselbert, en fait, il va mener la même politique que son père, donc politique de bascule. Il va instaurer de nombreuses intrigues pour restaurer le royaume de Lotharingie. Mais tout ça va le brouiller avec ce cher Charles le Simple. Mais du coup, Giselbert, je répondrai juste après à la question. Ce cher Giselbert va se retourner vers l'Allemagne, son père avait juste lâché avant. Il va se retourner vers l'Allemagne contre Charles. Et donc il se fait soutenir par le roi Henri l'Oiseleur, donc Henri Ier. Et donc après plusieurs autres basculements, Henri paraît avec une grande armée en Lotharingie, et il se fait prêter un serment par toute l'aristocratie locale et par Giselbert. Et c'est cette incursion qui a eu lieu en 925 qui met vraiment fin en fait à la série d'oscillations entre la France et la Germanie par la Lotharingie. Et c'est vraiment à ce moment-là que le Regnum Teutonicorum s'étend vraiment jusque Valenciennes et Cambrai. Des villes que vous connaissez bien en France. D'ailleurs, c'est à ce moment-là parce que Henri, il savait bien qu'il ne pourrait pas retirer l'autonomie comme ça de ce cher Giselbert. Et du coup, il lui donne le titre définitif de duc. Voilà. Duc de Lotharingie. Et d'ailleurs, je parle de ça, mais en 925, ou plus exactement en 930, vu que je vous disais que j'allais vous parler un peu de... avant de ça, je vais plutôt répondre à Albus. En fait, oui, c'est ça, c'est parce que en fait, Albus à l'époque, c'était pas rare qu'il y ait plus d'oscillations comme ça. Hein. Et d'ailleurs, ça va être vraiment caractéristique, je vais en reparler après, mais il y a beaucoup de princes, j'ai dit princes pour ne pas dire comte, duc, etc., de princes locaux qui vont faire cette politique de ruse pour s'étendre territorialement. Mais du coup, en 930, c'est à peu près à cette date en fait que l'on attribue la naissance d'un certain Notger, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est connu pour être le premier prince-évêque de Liège. Parce que c'est sous son autorité que le siège épiscopal de Liège va devenir, territorialement parlant en tout cas, d'une si grande importance. Tout d'abord,
donc il est à Souabe, et il va être nommé évêque de Liège par Othon II. Voilà. Donc, la région était grandement menacée à son temps par les visées expansionnistes de la Francie qui voulaient déjà s'étendre jusque passer Liège en fait, et les comtes de Hainaut aussi, donc je viens de parler juste avant, qui lui pressaient la frontière, qui voulaient prendre des territoires à Liège. Et sans oublier bien sûr les récurrentes révoltes de l'aristocratie lotharingienne, dont j'ai parlé de leur tempérament révolté juste avant. Et en fait, notre guerre apparaît alors comme un rempart pour faire respecter l'ordre impérial. Et c'est une ligne de conduite, donc je vais parler juste après, mais que les empereurs vont souvent garder. C'est-à-dire qu'ils vont nommer des évêques pour surtout faire respecter l'ordre impérial dans cette province turbuleuse. Donc, pour le remercier, en 980, il reçoit de l'empereur Othon II un privilège d'immunité totale, donc il fait de lui le seul maître sur ces terres. Et d'ailleurs, son influence ne se limite pas à Liège, parce qu'il va même recevoir de l'empereur la souveraineté sur Tongres, Ouy, Beauce et Maligne. Donc ce sont toutes donc sur la carte des fleuves. En fait, c'est vraiment des villes qui se limitent au bassin hydrographique de la Meuse, donc le fleuve qui va de Namur à Liège. Et du coup, après, donc j'y ai Tongres, Ouy, Beauce et Malines. Et Othon II va même lui donner le titre de comte. Ce seront plus des comtes-évêques à ce moment-là que des princes-évêques. Mais plus tard, il va même lui donner un deuxième comté. Et en fait, c'est à peu près, donc au moment où on peut dire que ce sont des comtes-évêques, mais c'est à ce moment-là que l'État, on va donner naissance à l'État liégeois, tel qu'on peut le connaître. L'évêque, donc qui avait déjà le pouvoir spirituel, et donc intemporel, possède à partir de ce moment-là le pouvoir temporel. Mais ces fonctions ne se limitent pas à ça, parce que elles vont en fait s'envoler sous la régence du fils d'Othon II, tout simplement Othon III. Donc la régence qui est effectuée par sa mère, et il se présentera en fait tout au long de sa vie comme un conseiller fidèle à l'Empire, qui fait front à la tempête de la politique lotharingienne si turbuleuse. Donc ça c'est vraiment la ligne conductrice, sans oublier les nombreuses constructions qu'il va entamer à Liège, parce que c'est vraiment sous son épiscopat que la ville va prospérer. Ça va devenir une des grandes villes du bassin mosant, et même je peux m'avancer de tout le territoire, parce que les villes comme Gand, Bruges et Ypres, par exemple, ne sont même pas encore des villes. Ce sont juste des simples châteaux. Et donc riche et puissant, cet évêque Notger, il va mener une politique de grands travaux, en développant tout le tissu urbain de la ville, en développant un système de fortification, en élevant des remparts, etc., en développant le commerce et l'enseignement. C'est-à-dire qu'à cette époque, Liège va même se faire appeler la Venise du Nord, parce que en parallèle de Cologne, qui était un centre intellectuel important, Liège va lui faire de la concurrence, parce que Notger va investir dans l'enseignement et il va créer des écoles. Il fait aussi notamment ériger la très célèbre cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert de Liège. Donc Saint-Lambert, c'est la personne qui a évangélisé la région. Et la construction va durer, il va juste commencer la construction. Elle va pas la construction, on va dire, elle va réellement débuter au XIIe siècle et elle va se terminer au XVe siècle à peu près. Et bien sûr, elle va être détruite par les révolutionnaires français, malheureusement. Donc si aujourd'hui vous passez par Liège et que vous allez sur la place où il y a le palais des princes-évêques, donc entre parenthèses, Notger va aussi faire ériger un palais des princes-évêques, justement. Mais sur la grande place de Liège, si vous y allez aujourd'hui, vous verrez à côté du palais des princes-évêques, il y a encore aujourd'hui des piliers qui ont été mis là, en fait, sur l'ancien tracé de la cathédrale. Le tracé est encore visible.
10 siècles plus tard. Alors, du coup, je vais juste vous parler, comme je le disais, de cette politique menée par l'empereur, qui nommait des évêques pour faire respecter l'ordre. Parce qu'en fait, à l'époque, l'église lotharingienne, en fait, la situation de celle-ci ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle avait été sous Charlemagne, par exemple, ou sous Louis le Pieux. Parce qu'au milieu des troubles incessants, donc du 9e siècle, comme je le disais, et de la première moitié du 10e siècle, donc avec les incursions, la fin de l'ordre de Charlemagne, etc. Et en fait, les aristocrates avaient pris le dessus, les aristocrates laïcs, et ils imposaient au clergé les évêques. Par exemple, à Liège, l'évêque Étienne, qui est donc c'était bien avant notre guerre, hein, mais il devait exclusivement son élection à sa parenté avec des comtes. Et d'ailleurs, c'est fait comme ça aussi dans le Cambrai, à l'évêque de Cambrai, qui était une simple créature du duc de Lotharingie, ou même l'évêque de Metz, qui était aussi un des partisans du duc. Donc, l'empereur décide d'en finir, et il va essayer de transformer l'église lotharingienne en nommant un certain Brunon, qui va, donc c'est Brunon dit le Grand, donc pour donner des dates, hein, il est né en 925 à Reims, il est mort à Reims en 965. Donc il était archevêque de Cologne, et il fut même nommé duc de Lotharingie, après Giselbert, hein, bien sûr. Mais Brunon, c'était le fils d'Henri, le roi de Germanie. Et du coup, en fait, c'est pas étonnant du coup qu'il fut nommé d'abord archevêque de Cologne, et puis duc de Lotharingie, pour faire respecter l'ordre dans la région, justement. Alors, en parallèle du fait que les ducs de Lotharingie et les rois de Lotharingie avant eux avaient été imposés par la politique étrangère, les évêques du territoire, c'est la même chose. Hein. En fait, il suffit de regarder la liste des nominations ecclésiastiques pour se rendre compte que c'est comme des nominations de gouverneurs. En fait, c'est juste des personnes qui sont tirées de grandes familles étrangères et qui sont mis sur le territoire pour faire respecter l'ordre impérial et pour en fait calmer l'aristocratie donc et faire front aux troubles intérieurs. Mais bon, ça n'a pas trop fonctionné. Il y aura un gros retour de bâton dont je vous parlerai juste après. Donc maintenant, je vais juste vous introduire un peu parce que pour l'instant on a juste parlé du duché de Lotharingie. Et du coup, je vous propose de commencer un peu à parler de la Flandre. Cette Flandre qui va donner tant de fil à retordre à la France. Du coup, de leur côté, tous les territoires, donc si vous voulez bien reprendre la carte, qui s'étendent de l'Escaut, donc le fleuve qui passe par Gand et Anvers, et qui s'étendent de l'Escaut à la mer. Voilà, donc je suppose que vous n'avez pas besoin de mon aide pour situer la mer. Hein. Donc ces territoires forment une annexe germanique en Francie, donc c'est l'annexe dont je vous parlais tantôt. Et ces territoires, en fait, à contrario du duché de Lotharingie, ils ne furent jamais disputés. C'est-à-dire que la Germanie n'a jamais tenté de les annexer, ou que sais-je. Ils restèrent vraiment du côté, on va dire, de la Francie. Et du coup, on va parler un peu du nom Flandre, qui désignait primitivement, en fait, le pays maritime qui est situé juste un peu au nord de Bruges. Bruges qui est marqué sur la carte aussi, qui se situe entre Anvers et la mer à peu près. Parce que en fait à cette époque-là, Bruges, en fait la mer elle a reculé. À cette époque elle était bien plus en avance sur les terres. Donc la carte c'est une carte de l'actuelle Belgique, donc vous ne voyez pas ça. Mais du coup c'est le nom. Flandre, ça vient de la puissante famille de Flandre en fait, qui régnait sur ces territoires et qui a su profiter aussi bien que régner, qui a su profiter aussi bien que lui de la faiblesse des rois et de l'anarchie politique de l'époque en fait, pour avec de hardies usurpations
a aggloméré autour de ces territoires primitifs tous les comtés qui existaient entre le Bas Escaut, donc c'est vraiment du côté d'Anvers, et jusqu'à la Canche. Donc Canche qui est un peu plus bas, vraiment du côté de la frontière. Et donc il va réussir à constituer une des principautés les plus solides et les plus vivantes qu'ait connue l'Europe du Moyen-Âge. Mais ça va pas suffire, il faudra attendre pour que la Flandre entre dans la pleine lumière de l'histoire et qu'on sache l'apprécier correctement. Baudouin Ier, que l'on nomme aussi Baudouin de Fer ou Baudouin Bras de Fer, et qui a été marié, pour l'anecdote, à Judith, donc la très célèbre Judith, la veuve du roi anglo-saxon Athelwulf, qu'il va enlever, tout simplement. Et le père de cette Judith, Charles le Chauve, il eut beau protester autant qu'il pouvait. Baudouin, qui était aussi rusé que son homologue de Lotharingie, en fait, il fit mine de s'allier aux Normands, et cela a simplement suffi pour que l'archevêque de Reims, suivi plus tard par sa sainteté en personne, le pape, qui vont en fait l'appuyer. Et du coup, Charles le Chauve, pardon, il n'a pas eu trop le choix, il a dû s'incliner. Voilà. Du coup, la descendance de ce cher Baudouin II, son fils Baudouin II, il a su mettre à profit la situation politique de la France, donc situation de conflit, etc., pour étendre toujours plus son domaine. Et c'est à partir de là, en fait, que Baudouin II prit le titre de marquis de Flandre. Voilà, on a l'habitude de dire comte de Flandre, mais on devrait plutôt dire marquis de Flandre jusqu'au XIIe siècle. Que Baudouin II, c'est du Xe siècle au XIIe siècle, on peut dire que on devrait plutôt dire marquisat de Flandre. Et du coup, ce cher Baudouin II, il va étendre en fait son territoire, pour vous le situer géographiquement. Merci colonel. Hein. Pour ceux qui ne savaient pas situer la mer du Nord, colonel vous montre une carte. Et du coup, ce cher Baudouin II, pour vous situer un peu l'étendue de ses territoires, il va prendre tous les territoires que le roi franc Clodion, donc le père de Mérovée, avait conquis en fait. Donc c'est-à-dire, à savoir le Courtrésis, le Tournésis, l'Artois, le Ternois et le Boulonnais. Le Boulonnais, il fut pas exactement annexé tel quel, mais il fut plus mis sous le protectorat flamand. Et du coup, ces nouvelles avancées territoriales, ça va lui conférer une des nouvelles frontières, notamment avec la Normandie, dont il va réussir à faire un fidèle allié. Et d'ailleurs, c'est notamment pour ça que les Flamands vont participer à la bataille d'Hastings, aux côtés des Normands. Et c'est à peu près de là ce que naquit l'étrangeté de voir par exemple des familles de la chevalerie flamande recevoir des terres en Angleterre. Par exemple la famille Van de Kerkhove qui va recevoir des terres en Angleterre et qui va plus tard être admise à la pairie d'Angleterre et puis à la pairie d'Irlande. Et du coup, ces deux Baudouin I et Baudouin II, ils vont laisser une œuvre durable, hein, parce que la principauté de Flandre, la principauté de Flandre, hein, j'abuse un peu, le marquisat de Flandre, en fait, il va être l'un des grands fiefs que la monarchie française ne va pas réussir à absorber. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont tenter, ils vont se manger un retour de bâton. Et ça, on va le voir plus tard. C'est sur le vaste territoire donc du duc Giselbert que je parlais tantôt, justement, que naquit le duché de Brabant, donc du duché de Lotharingie. Je vous l'avais dit, je vous avais en tout cas laissé entreapercevoir ça, mais du duché de Lotharingie, naquit le duché de Brabant, et lorsque Lambert de Louvain, donc le fils du comte Régnier, épousa en 996 la fille aînée du défunt duc Charles de Basse-Lotharingie, il reçut en fief Louvain et Bruxelles,
et c'est de là que va naquîre du coup la maison de Brabant. Chez Brabant, c'est une branche de la famille de Hainaut. Voilà. Et d'ailleurs, la métaphore suivante illustre parfaitement la situation. Ouvrir les guillemets, le vieux tronc féodal avait résisté à tous les efforts, et les deux vigoureux rejetons qu'il avait poussés, l'un en Hainaut, l'autre en Brabant, pouvaient à leur tour défier la tempête. Donc ça résume parfaitement la situation. Bon, donc je vous l'avais dit que les rois d'Angleterre, les rois d'Allemagne, ils n'avaient cessé de nommer des évêques pour faire régner l'ordre, et des ducs de Lotharingie aussi, donc des ducs étrangers, des évêques étrangers, en espérant ainsi mater l'aristocratie locale et leur tempérament très turbulent. Mais en fait, au final, ils n'ont pas réussi, c'est un total échec, hein. On va pas se mentir. Mais la mort du dernier carolingien, parce que les ducs lotharingiens qui étaient nommés étaient des descendants carolingiens, mais la mort du dernier, qui est dans le pays, qui avait été le berceau de leur famille, donc la famille carolingienne qui est née sur ces terres belges, hein, voilà. Et du coup, la dignité ducale, qui depuis le duc Giselbert avait passé dans tant de familles différentes, à chaque fois nommées par l'empereur, mais par ses soins bien sûr, à chaque fois, maintenant la dignité était vacante. Et on aurait pu croire que ce bel empereur, il ferait retourner la dignité à un des princes locaux, donc les descendants de Giselbert, qui sont réclamés comme des héritiers légitimes. Hein. Donc Lambert de Louvain, je parlais juste avant, et Régnier de Hainaut. Mais en fait, ces deux princes étaient tellement puissants que l'empereur trouva que c'était une raison suffisante pour les écarter justement. Et il va nommer Godefroy de Verdun, encore un souverain étranger. D'ailleurs, je dis de Verdun, mais on disait aussi à l'époque de Dardenne. Donc c'est la grande famille ducale d'Ardenne. Donc qui était passé. Godefroy de Verdun, il était passé sous le règne le règne précédent pour le plus noble représentant du royalisme. Donc il avait été conseiller, etc. Il s'était battu dans plusieurs guerres très loyalement. Il avait servi fidèlement à la couronne. Et du coup, il finit par recevoir la dignité ducale. Sauf que on peut dire que la dignité ducale lui a un peu monté à la tête, lui a un peu corrompu le cerveau. Et au final, il a préféré mettre ses intérêts territoriaux de son nouveau duché au-dessus de sa fidélité de l'empereur. De sorte qu'en fait, il revendiqua une espèce de droit héréditaire au-dessus du droit du souverain, en ce qu'il considérait parce qu'il se considérait comme propriétaire de ses fiefs et des dignités. Mais en fait, à l'époque, le duc de Lotharingie était encore nommé. C'était, on peut dire, une charge de gouverneur, hein, quasi. Mais lui, il croyait que ça devait lui être héréditaire. Et d'ailleurs, sa nomination dans ce pays si turbulent va inspirer l'évêque de Cambrai, qui va dire ceci, donc ouvrir les guillemets. « Oh malheureux !» s'écria l'évêque Thédon de Cambrai. « À quoi bon avoir quitté ta patrie pour venir au milieu de ces barbares ? Pourquoi avoir abandonné ton église de Saint-Séverin ? Ta récompense est digne de ta conduite. » Donc à l'époque où ce cher Thédon gémissait de la sorte, il ne s'agissait déjà plus en fait de tenir l'aristocratie sous le joug allemand. Et si... Bah oui, parce qu'en fait l'aristocratie avait déjà... Elle s'était déjà trop aventurée en dehors des limites permises, il prenait de plus en plus de terre à l'église, etc. Et je vais vous en parler juste après. Mais d'ailleurs, si je ne vous parle que de Régnier IV de Hainaut et de Lambert de Louvain, il faut juste pas oublier qu'à côté, il y avait d'autres dynastes locaux, que je ne cite pas, mais que je vais vous citer maintenant. Donc, ce sont les comtes de Namur, les comtes du Limbourg, les comtes du Luxembourg, les comtes de Hollande. Et tous ces comtes, en fait, avaient tous jeté aussi. Mais j'ai juste pas le temps d'évoquer chaque cas particulier. Ils avaient tous, en fait, jeté les bases déjà de principautés territoriales solides.
Et du coup, de la frontière française à la frontière frisonne, donc c'est le territoire belge, donc je désigne par là, l'ancienne organisation politique du pays, j'ai dit si simple, l'organisation carolingienne si simple, mais non, elle craquait de toutes parts sous les poussées féodales. Il y avait une multitude de dynastes locaux qui jetaient des bases un peu partout, qui agrandissaient leur territoire, et l'agrandissement du territoire des princes laïcs, elle se faisait déjà à l'époque aux dépens des évêques, comme en témoigne par exemple la prise d'Arras par le marquis de Flandre. L'agrandissement que cherchait le comte Lambert de Louvain, et ses parents Régnier V de Hainaut et Robert II de Namur, ils s'agrandirent tous les trois aux dépens de l'évêque de Liège, donc qui perdirent du territoire à cette époque-là. Du coup, après la mort de Frédéric II, en 1033 cette fois-ci, pour vous situer, l'administration de la Haute-Lotharingie fut confiée au fils de Godefroy de Verdun. Donc le père, voilà, il est mort, et c'est son fils qui reprend le flambeau. On aurait pu croire que l'empereur nommerait quelqu'un d'autre, hein, vu que Godefroy a préféré mettre ses intérêts avant sa fidélité à l'empereur. Mais il lui redonne à son fils la dignité, et ça va donner lieu à une réunion du Regnum Lotharii, donc qui était séparé depuis. Parce que son fils avait eu des territoires, donc dans la basse, donc son père, il avait reçu la basse Lotharingie, donc l'actuelle Belgique, mais en plus de ça, l'empereur lui donne la haute Lotharingie, parce que le duché avait été séparé en deux, parce qu'il était considéré comme trop puissant, et du coup, sous son règne, on va avoir une réelle reconstitution du royaume de Lotharingie. Mais à la mort de ce dernier, donc du fils de Godefroy, en 1044, l'empereur en profita pour le diviser de nouveau. Donc il va encore diviser le duché, et ça va donner lieu cette fois-ci, à contrario de la première fois, ça va donner le coup d'envoi à une formidable révolte. Et bizarrement, ce duc étranger, en fait, sa cause se confondait maintenant avec celle des féodaux. Donc, mais avant, il avait les féodaux, les aristocrates à dos, et maintenant, c'est l'inverse. Les féodaux voulaient le moment semblait venu pour eux de renverser le régime impérial. Et du coup, la maison de Hainaut, la maison de Louvain, la maison de Namur et la maison de Hollande n'hésitèrent pas à se ranger sous la bannière du duc, qui apparaissait alors comme le guide du moment. Oui, je dis ça parce que on peut pas imaginer un seul instant que si ces quatre comtes se sont vraiment liés sous le duc, c'était vraiment par fidélité, c'était plus par intérêt, hein. Il faut pas l'oublier. Donc toutes ces forces vont s'unir contre l'Église impériale, et ils vont vraiment la détruire. Ils vont travailler systématiquement à sa destruction. Et l'on se répartit même la besogne. Godefroy, donc son fils s'appelle aussi Godefroy malheureusement, c'est pas très clair. Il se chargea des évêchés de Liège et de Verdun. Le comte Hermann de Mons s'occupa de celui de l'évêché de Cambrai. Thierry de Hollande s'occupa de celui d'Utrecht. Comme ça, je vous situe un peu les évêchés ciblés, les malheureuses cibles. Et du coup, le roi de France, qui songeait même à venir appuyer les rebelles, et je sais pas, affaiblir l'empire sûrement, il reçut une lettre de l'évêque de Liège qui modifia ses projets. Malheureusement, on ne connaît pas le contenu de la lettre de l'évêque de Liège, mais on peut s'imaginer qu'elle était très salée et que ce cher roi de France a préféré faire machine arrière. Alors les considérations politiques qui firent s'abstenir le roi de France, en fait, devaient déterminer au contraire le fait que le comte de Flandre aille se joindre à la révolte. Et d'ailleurs même, le plus puissant des vassaux du nord du roi de France, donc Baudouin de Lille, le comte Baudouin de Lille, franchit la frontière et réunit ses forces avec celles des rebelles, avec celles de Godefroy, du duc Godefroy. Il fallut 2 ans à l'empereur pour dompter la révolte,
Et seulement après il se soit assuré du soutien de la flotte danoise et anglaise contre la flotte flamande. Et il fallut même qu'il parusse en Lotharingie avec une armée considérable. Et il m'a même dû faire venir la sainteté le pape, Léon IX, à l'époque. Comme si ces deux pouvoirs, donc le pouvoir temporel de l'empereur et le pouvoir intemporel de sa sainteté le pape, eussent été nécessaires pour dompter la féodalité. Paix très éphémère, hein, ne vous l'aurez pas, fut conclue, parce que, comme il arrive toujours, les rebelles connaissaient leur force, et maintenant rien ne les empêchait d'agir. En voilà assez sans doute pour permettre d'apprécier le renversement de l'organisation fondée par Othon, donc le premier empereur, au Xe siècle. Donc quand il a proclamé l'Empire. La féodalité prend sur les évêques une terrible revanche, parce que les évêques, toujours au service de l'empereur, les évêques, le retour de bâton dont je vous parlais, c'est Ménan. Ménan, à partir de la paix conclue, en fait, les féodaux vont retrouver une certaine domination sur les prélats, qui jusque-là leur faisaient courber les chines depuis si longtemps. Alors après ce cher duc Godefroy qui a participé à la rébellion, il va décéder. Et l'empereur, alors là c'est le très célèbre Godefroy de Bouillon qui va recevoir la dignité ducale. Sauf que c'est pour ça en fait d'ailleurs qu'on dit duc de Bouillon, mais il faut pas se leurrer non plus, parce que en réalité, Godefroy n'a rien fait et n'a rien pu faire en Lotharingie, car il était réduit à des petits domaines héréditaires en Ardennes, d'ailleurs des domaines qu'il vendit après à l'évêque de Liège, parce qu'il dut partir à la croisade. Et oui, c'était lors de la croisade, le pape appelait les fidèles, donc au final il eut juste le titre de comte, mais non, l'autorité ducale. Et s'il ne s'était pas tant illustré en Terre Sainte, l'histoire au final n'aurait retenu de lui qu'un simple seigneur de Bouillon. Ça tombe, on n'en parlerait même pas. Voilà, c'est uniquement grâce à son illustration en Terre Sainte qu'on en parle. Et donc, après que ce cher Godefroy soit parti en Terre Sainte et qu'il y soit resté, l'empereur lui donna comme successeur Henri de Limbourg, qui est, on peut dire, le premier duc de race indigène. La dignité ducale était enfin accordée à une race indigène. Et le titre, Henri de Limbourg, qui voulait peut-être que le titre reste entre des mains locales, conféra le titre ducal à Godefroy de Louvain, donc qui était le fils, le descendant de Lambert de Louvain, à sa mort. Et du coup, finalement, la maison de Regnault-Loncol, qui avait visé depuis si longtemps la dignité ducale, avait enfin réussi à l'obtenir, et c'est de ce fait-là que on peut vraiment assigner la date de la naissance du duché de Brabant. Voilà. Donc de simples comtes Godefroy de Louvain, donc qui était comte de Louvain et de Bruxelles, avait ainsi une base territoriale assez imposante, il faut le rappeler. Mais il avait une base territoriale assez grande, et en plus, quand il a reçu la dignité ducale, c'était suffisant pour créer le duché de Brabant. Pour vous donner des dates, Godefroy de Louvain, c'est le Xe siècle, et le XIe siècle même. Enfin, pardon, XIe siècle plutôt. Je trompe. Alors, rien ne met plus en lumière l'évolution religieuse et politique que subissait la Belgique que sa participation enthousiaste, je rajoute volontiers enthousiaste, à la croisade. Le croisé lotharingien apparaît à l'époque comme le croisé par excellence. Et ce n'est pas sans raison que dans l'imaginaire collectif, le croisé Godefroy de Bouillon a été le type le plus accompli du serviteur du Christ. D'ailleurs, c'est de lui qu'on parle souvent. Mais tandis qu'en France, la croisade fut jusqu'à un certain point une entreprise nationale,
Hein, c'est ça vraiment la différence, on va le voir, entre les différents participants. Donc la France, c'est jusqu'à un certain point une entreprise nationale, tandis que les Normands et les Provençaux, ne vous en déplaise, n'aient pas pris la croix sans une arrière-pensée de butin et de conquête. Les pèlerins du Brabant et du Hainaut, de la Flandre et de la Hollande, n'eurent en vue que la libération du tombeau du Christ. Peut-être que je suis pas le meilleur pour dire ça, mais en tout cas c'est un fait avéré. On peut dire qu'ils n'obéissaient qu'à l'idéal chrétien et chevaleresque. Ils furent vraiment, pense et complètement, les soldats du Christ, et de la foi surtout. De même, d'ailleurs, que c'est par eux que la réforme clunicienne, ça je vais pas en parler, la réforme clunicienne, ou peut-être un peu plus tard, mais et son adoption au comté de Flandre, etc. La réforme clunicienne, la paix de Dieu et la chevalerie, c'est par la Lotharingie et le comté de Flandre qu'elles se sont transmises à l'Allemagne. Et de même, c'est aussi par eux, et j'ajouterais même par eux seuls, que l'Empire a participé à la plus grande entreprise que l'Europe chrétienne ait jamais tentée. Parce que des croisés allemands, à la première croisade, il y en avait moins. C'est uniquement par du coup Godefroy de Bouillon que l'Empire a participé. Alors, là on va entamer une nouvelle partie. Jusqu'alors j'évoquais 2 groupes de territoires. L'un sur la rive gauche de l'Escaut, l'autre sur la rive droite de l'Escaut. Et tous deux se détachaient en fait par le mouvement irrésistible de l'évolution féodale. Parce que la force des souverains devenait de moins en moins effective sur ces terres, et du coup le premier se détachait de la France, et le second de l'Empire. Et par la force des choses, il devenait à la longue des principautés autonomes, on peut dire. Il est important que se préciser d'ailleurs que ce phénomène n'est pas propre aux Pays-Bas, mais la croissance des petits États féodaux qui se sont créés entre la Meuse et la mer a été particulièrement rapide et vigoureuse en comparaison à d'autres territoires similaires de l'Empire par exemple. On peut imputer à cela l'accessibilité difficile du territoire et la situation quelque peu excentrique qu'il s'occupait, autant que les princes belges sont étrangers à l'idée nationale, comme au sentiment monarchique. Ils sont tous comme tous les récits que je vous ai fait précédemment, de purs féodaux, en leurs terres qui forment déjà l'excellence du particularisme provincial. Que en fait ils étaient plus de grands seigneurs féodaux et plus attirés par cette idée-là, un peu comme le duc Godefroy dans son temps, qui agissait plus par intérêt territorial. Ce fut à peu près la même chose à cette époque-là, cette époque de crise de puissance pour les souverains. L'une des conditions premières à cette prise d'autonomie a été sans aucun doute la richesse foncière. Donc Baudouin, Bras de Fer et Regnault-Loncol sont connus pour être de grands propriétaires. Donc c'est les fondateurs Baudouin, Bras de Fer du comté de Flandre, du marquisat de Flandre, son fils, et Regnault-Loncol, donc du duché de Brabant et du comté de Hainaut. Mais c'était tous deux de grands propriétaires. Je vous ai dit, Regnault-Loncol, ces territoires, ils s'étendaient sur tous les territoires de la Meuse à l'Escaut. Donc c'est quand même énorme. Plus quelques positions après la Meuse en Ardennes. Et du coup, ces grands propriétaires, et plus on avance dans le temps, en fait, et plus on voit que ces propriétaires, du petit noyau primitif de leur fief, ils arrivèrent à l'augmenter sans cesse, déjà grâce aux invasions normandes, et secondo, grâce à la sécularisation des biens conventuels. Donc ils prenaient à l'église et au monastère les terres environnantes. Et d'ailleurs, à mesure que les forêts seront défrichées, à mesure que la mer sera refoulée, que les cours d'eau seront endigués, leur domaine s'agrandira de plus en plus. Parce que c'est à cette époque d'ailleurs de défrichement, etc., coïncide une période d'explosion démographique. Et mais après,
pour revenir 2 secondes sur la sécularisation des biens, rassurez-vous, la sécularisation des terres conventuelles est fortement freinée par la réforme monastique. Mais du coup, petit bémol, puisqu'ils ne vont plus prendre de terre, en fait, ils vont mettre la main sur les avoueries. Alors les avoueries, c'est une charge qui a un rôle de protection sur la terre qui est l'avouerie, et de représentation de l'Église dans les affaires séculières quotidiennes. Donc les avoueries de terre de l'Église vont passer sous les seigneurs. Ils vont même jusqu'à étendre leurs droits de gîte au couvent eux-mêmes. Et une anecdote d'ailleurs à ce sujet qui est assez marrante et qui nous est rapportée par Hermann de Tournai, qui est un chroniqueur. Il nous dit ceci. Donc l'abbé de Saint-Bertin, ayant paru à la cour de Charles le Bon, tenait à Bergue le jour de l'épiphanie. Celui-ci s'étonna de le voir et manifesta hautement son mécontentement. Donc Charles le Bon manifeste son mécontentement envers l'abbé, de ce qu'il avait quitté son abbaye et négligé de prendre part aux offices avec les moines. Comme l'abbé répondait qu'il était venu se plaindre des exactions d'un chevalier, Charles lui répondit. Il fallait, dit Charles, me transmettre ce message par un serviteur. Votre premier devoir est de prier pour moi, qui me charge de défendre et de protéger les églises. Donc on voit très bien ici l'illustration parfaite, un peu des 3 ordres hein, d'ailleurs. Le Seigneur va défendre les prêtres et les prêtres doivent prier pour lui. D'ailleurs, je ne mentionne même pas le fait que la justice, l'impôt, la monnaie et toutes les attributions que le comte exerçait jadis comme agent du souverain, donc sous l'autorité impériale, j'entends impériale carolingienne, hein, elles sont entrées en fait dans le patrimoine héréditaire. Donc toutes les fonctions régaliennes sont entrées dans leur patrimoine. Le comte de Flandre, d'ailleurs, ira même jusqu'à s'intituler Post Deum Principes. Donc on peut traduire ça grossièrement par puissant après Dieu. Donc c'est quand même une marque de confiance assez grosse. Hein. Et du coup, dès le Xe siècle, les comtes sont de grands propriétaires, seigneurs de nombreux chevaliers, avoués d'abbaye, comme je vous le disais, détenteurs de droits régaliens, mais pas encore vraiment des princes, parce qu'il leur manquait le titre, qui leur consacre la puissance et leur confère l'autorité légale. Et c'est ce qu'acquiert le comte de Flandre, puis les comtes lotharingiens au XIe siècle, en devenant protecteurs de la paix sur leur territoire. Donc je vous ai parlé tantôt que les territoires de Flandre et de Lotharingie étaient les portes des avancées des institutions des réformes pour l'Empire. Et c'est d'autant vrai que, par exemple ici, la paix de Dieu, donc institution bien connue, a été assez facilement en fait proclamée en Flandre. Je vais vous en dire 2 mots tout de suite. Et d'ailleurs, du coup, les évêques de Reims trouvèrent au comte de Flandre un collaborateur à l'œuvre que l'Église française voulait accomplir. Un collaborateur fervent, qui plus est. Et par contre, au détail près quand même que ce cher comte de Flandre, ayant toujours par ruse trouvé un avantage à sa situation, n'appela pas la paix de Dieu, mais elle appela la paix du comte. Du coup, tous les gens sur cette terre lui étaient redevables, et pas à l'église. Mais du coup, la paix du comte fut introduite, et rapidement et durablement, en 1030, durant une assemblée qui eut lieu à Oudenaarde. Donc c'est une ville du comté de Flandre. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour reprendre un peu sur la puissance des comtes de Flandre, on peut même à partir de là comprendre que s'ils arrivent à dire la paix du comte, on peut dès lors comprendre que ces comtes de Flandre aient osé parfois prendre le titre de monarque, car arrivés à ce degré de puissance, ils sont effectivement presque des rois. Et c'est à ce moment-là que le lien féodal qui les rattache à la France est plus nominal que réel. Hein. Le comte de Flandre entretenait déjà assez tôt une administration particulièrement développée,
de sorte qu'aucun autre fief n'en présente de semblable à cette époque. La Flandre est l'un des territoires les plus développés à ce niveau-là. La technologie est vraiment, la technologie administrative s'entend, est vraiment à la pointe. C'est vraiment un des territoires qui a fait le plus avancer. Par exemple, initialement en haut de la pyramide était sa cour, qu'il entretenait déjà une très grande cour, qui était composée d'un tribunal suprême et d'un conseil politique permanent où siégeaient ses chevaliers de confiance. Ou n'importe qui d'ailleurs, pas forcément des chevaliers, ça peut être d'autres personnes, mais son domaine était divisé en circonscriptions. Déjà ça c'est un grand pas, qui est des circonscriptions qui étaient rattachées à chaque circonscription avait un château. Donc pour vous en citer quelques-unes, il y avait le château de Bruges, le château de Gand, le château de Ypres, etc. Et ces châteaux étaient pourvus de granges et de greniers, où l'impôt était collecté. Et l'impôt était collecté et le registre tenu par un notaire qui était chargé de prendre note, puis d'envoyer les recettes à Bruges, où ils sont déposés dans le trésor comtal. Cette centralisation remarquable pour l'époque, fut portée à la perfection quand Robert le Frison, donc deux mots Robert le Frison, il a usurpé le titre de comte. En tout cas, c'était bon, il a une certaine légitimité, mais c'est pas la même que le fils en ligne directe, quoi. Et il va créer en 1089 la chancellerie de Flandre. Donc la Flandre se dote dès le XIe siècle d'une chancellerie. Et ce chancelier, en plus d'être détenteur du sceau comtal, il est le chef de tous les notaires dont je vous parlais, qui sous sa direction ne prennent plus le nom de notaire, mais prennent le titre de compteur. Donc ce qui s'apparente à l'époque à des contrôleurs fiscaux. Ils vont régulièrement à des réunions qui formeront la chambre des Renegen, donc en néerlandais Kamere van Overtredening, qui prendra, vu que vous ne parlez pas néerlandais, plus tard le nom de chambre des comptes. Donc la chambre des comptes sous le règne du duc de Bourgogne. Une autre particularité de cette organisation sont les châtelains. Donc les châtelains à l'époque, ce n'est pas une fonction domaniale, mais c'est une fonction militaire. Donc les châtelains à l'époque furent d'abord les commandants des garnisons entretenues pour chacun des châteaux, dont je vous parlais pour les circonscriptions. Et d'ailleurs, ces châtelains vont perdre leur origine servile pour se fondre dans la noblesse au final. Et ces châtelains vont apparaître au XIIe siècle comme les premiers vassaux du comte. Et puis petit à petit, le comte leur délègue la justice qu'ils vont exercer en son nom dans leur circonscription. Donc à l'origine, toute la justice est centralisée en la personne du comte. Et les textes de l'époque, en fait, nomment ces châtelains, donc je vous les ai appelés châtelains, mais les textes les appellent les vice-comites, qu'on peut traduire ça par vicomte. C'est un peu logique, voilà. Et il est probable que la division de ces circonscriptions, en fait, était juste calquée sur les anciens petits comtés qui ont été englobés par le comte de Flandre et tous les petits pagis carolingiens. Donc en fait la région, il y avait plein de petits pagis et il est fort probable que la division de ces circonscriptions vienne de là. Donc pour revenir sur les châteaux, vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans les châteaux que se réfugient en temps de guerre les habitants et en temps de paix. Donc ça c'est chose nouvelle. Le château sert d'assemblée pour les échevins. C'est l'assemblée des échevinales et de dépôt pour les redevances. Donc je vous ai dit que après les compteurs, on peut le dire, envoyaient les redevances à Bruges, au château comtal, dans le trésor. Je parle de cela à l'époque où les villes n'existaient pas. C'est-à-dire que l'on trouve des châteaux comme ceux de Gand, par exemple, ou de Furnes, ou à l'intérieur de la muraille. Donc c'est un château, il n'y a pas de ville ni rien,
Et à l'intérieur de la muraille, de l'enceinte, va naître une collégiale, jouxtée par un cloître, un dortoir, le tribunal échevinal, donc les réunions des échevins, la caserne pour la garnison. Et au final, en fait, ces châteaux vont devenir des véritables villes, les villes que l'on connaît aujourd'hui encore. Je ne vous parlerai pas beaucoup du développement des institutions dans le Hainaut, parce que en fait, le développement dans la Flandre est plus remarquable, puisque dans le Hainaut, d'une part, il est moins connu, et d'une autre part, le développement des institutions dans le Hainaut suit à peu près celle du comté de Flandre, à la différence que celles du Hainaut, ce sont des reproductions affaiblies, parce qu'en fait, elles n'ont pas pu s'accomplir dans d'aussi bonnes conditions qu'en Flandre. Néanmoins, je tiens à dire quand même 2 mots sur ce petit état, donc le Hainaut, qui est accolé à la frontière française, et qui est écrasé d'une part par la principauté de Liège, qui est à sa droite, donc à côté de l'autre rive de la Meuse, pardon. Et d'ailleurs, on aurait pu croire que le Hainaut semblait être destiné à être absorbé soit par la principauté de Liège, soit par la France. Et il y a un mot d'ailleurs qui résume parfaitement cet état d'esprit, qui est un mot du comte Gislebert. Et les mots que je vais dire sur le Hainaut se résumeront à cela. Donc, la citation date du XIIe siècle. Et ce cher comte dit fièrement ceci. Le château de Mons, d'ailleurs il est sur la carte que je vous ai envoyée, il est vraiment en plein cœur de la province du Hainaut. Le château de Mons est et sera toujours le chef-lieu du Hainaut, formant certainement la meilleure forteresse du temps. Fermez les guillemets. Déjà, on peut dire que la première partie de cette citation est d'ailleurs toujours vraie, puisque, comme vous pouvez le voir sur la carte de la Belgique actuelle, Mons est toujours le chef-lieu du Hainaut. Voilà. Donc maintenant, je vais plus passer au XIIe et au XIIIe siècle, où nous pouvons observer une tendance contraire à tout ce que j'ai compté jusqu'ici. Donc, la faiblesse croissante de l'Empire se reflète d'ailleurs parfaitement dans cette courte période. Parce qu'au moment où la suzeraineté des empereurs devenait purement nominale, parce qu'on sait qu'avec les évêques, les ducs, etc., les empereurs avaient renforcé leur autorité sur la Lotharingie, eh bien, donc ici, la suzeraineté des empereurs devient purement nominale, mais à contrario, celle des rois de France grandissait, parce qu'ils entreprenaient à cette époque-là leur lutte contre les grands vassaux. C'est à ce moment-là que le roi de France va cesser d'avoir son petit territoire comme le domaine royal, mais il va plus grandir à ce moment-là, donc dans sa lutte contre les grands vassaux. Mais là, je vous fais juste un résumé, je viendrai plus en détail là-dedans après. La Lotharingie, qui était avant si fortement soudée à l'Allemagne, jusqu'à la fin du XIe siècle, en fait, elle va commencer à s'en détacher petit à petit, à partir des guerres d'investiture, pour vous situer les événements. Mais du coup, comme je vous le disais, la Flandre, au contraire, elle va partir d'une indépendance forte, donc avec Charles le Simple, etc., qui n'avait pas assez de puissance pour vraiment dominer les puissants, je veux dire, marquis de Flandre. Et donc ces marquis de Flandre partent d'une indépendance forte et se retrouvent désormais en but aux tentatives répétées des Capétiens pour la courber sous son autorité. Et dans cette lutte, elle va perdre constamment du territoire. Elle va d'abord perdre l'Artois, puis la grande partie de la Flandre wallonne. Donc les Flandres françaises avec Lille, Arras, etc. Mais c'est d'ailleurs sous Philippe le Bel que la Flandre va momentanément, je vous rassure, momentanément annexée à la couronne. Hein. Mais ces deux tronçons, donc la Lotharingie et la Flandre, si l'un va perdre en autonomie, l'autre va en gagner. Et ils ont fait tous deux comme point commun que l'influence royale grandit de plus en plus. Donc, tandis que l'Empire va perdre de son influence dans la Lotharingie, la France va en gagner de plus en plus. Et au XIIIe siècle, en fait, on va arriver à une situation où le roi de France
est le suzerain des comtes de Hainaut et des ducs de Brabant. Donc une partie de la Lotharingie en tout cas va rentrer sous la suzeraineté du roi de France. Alors là où les forces en présence, donc je vous le disais au début, les forces en présence dans l'Occident à l'époque, c'était la France et l'Allemagne et l'Empire, le Saint-Empire. Mais non, ces deux forces font place à une nouvelle force qui descend. Donc c'est l'Angleterre qui descend à son tour dans le duel que se livrent ses aînés sur les champs de bataille des Pays-Bas. Qu'à l'époque ils ne descendaient pas ici, mais maintenant ils vont descendre dans les Pays-Bas. Et notamment, par exemple, à la bataille de Bouvines, où les troupes, donc bataille de Bouvines, c'est guerre de 100 ans, où les troupes du comte de Flandre et du duc de Brabant vont combattre côté des armées des 3 grands souverains de l'Occident. Donc là, on arrive au XIIIe siècle, et au XIIe et XIIIe siècle, et je pense qu'il est important de repréciser, parce que le concept de Lotharingie a évolué dans le temps, et je pense qu'il est important de le repréciser de quoi il s'agit. Donc le concept de nom de Lotharingie va se cantonner dès lors à n'être qu'une simple expression géographique qui va même perdre sa signification primitive pour ne plus désigner que les terres relevant du duché de Brabant, puisque j'ai dit que le duché était retourné sous la famille de Régnier au Long-Col, et du coup par succession d'événements, ça va désigner les terres de son porteur, du coup le duc de Brabant. Et du coup, la Lotharingie désignait les terres du duc de Brabant. Mais du coup, c'est à ce moment-là, en parallèle, on va commencer à utiliser un nouveau nom pour décrire l'ancienne expression géographique de la Lotharingie. À partir de ce moment-là, on va parler des Pays-Bas, ou de Nederlanden, littéralement Pays-Bas, en fait, pour désigner l'ensemble des contrées auxquelles ce concept s'était appliqué pendant si longtemps. Et d'ailleurs, il semblerait que l'application de ce concept de Pays-Bas, elle soit en fait concomitante avec le resserrement des relations entre les deux rives de l'Escaut. Donc le fleuve qui sépare la Flandre de l'Hainaut et du Brabant. En effet, parce que déjà à partir du règne du comte Thierry de Flandre, les comtes de Flandre vont se mêler à tous les événements qui vont se dérouler de l'autre côté de l'Escaut. Ils vont commencer à intervenir en Hollande, en Brabant, en Hainaut. Leur influence va même atteindre Gueldre, ce petit duché coincé entre le Brabant et Utrecht. D'ailleurs, pour que vous le repériez mieux, je vais vous mettre une carte de la Belgique au XIIIe siècle. Donc, vous pouvez voir les principautés belges et le duché de Brabant juste au-dessus. En fait, il faut imaginer le duché de Gueldre, donc qui est vraiment coincé entre le Brabant et Utrecht. Et du coup, l'influence des comtes de Flandre, elle va s'étendre jusqu'en Gueldre, où ils vont intervenir régulièrement. Elle va aussi s'étendre jusque dans le Namurois, donc jusqu'au comté de Namur, et jusque dans la principauté de Liège. Donc ils vont commencer à avoir vraiment de plus en plus d'influence sur toute la région. Donc ces deux fragments que le traité de Verdun de 843 avait séparés, et qui se partageaient depuis le sol belge, commencent à créer des liens de plus en plus solides et de plus en plus étroits. Alors qu'en fait, à l'époque, ils étaient déjà unis par une activité économique florissante, parce que ces régions-là du bassin de l'Escaut, Mozan, etc., avaient vraiment une industrie qui était en plein essor au XIIIe siècle. Il faut s'imaginer ça, c'est la naissance de la bourgeoisie aussi qui est concomitante à ça. Mais ce n'est pas le sujet de mon propos, donc je vais revenir sur ce qui me concerne. Et du coup, en plus d'être unis par leur activité économique, ils cessent d'être des étrangers d'un point de vue politique. Et le premier symptôme, donc je vous ai parlé de l'influence française qui était grandissante,
Et le premier en fait symptôme de cette influence, c'est l'assassinat du comte Charles le Bon, dont je vous parlais tantôt. Donc Charles le Bon, il porte pas le mot le bon pour rien. Il est vraiment très apprécié par la population. Il a fait des réformes qui sont donc il a octroyé des chartes pour les villes, etc. C'est le fils d'ailleurs de Saint Knut. C'est un saint catholique, voilà. Et dès sa mort, en fait, parce qu'il a été assassiné lâchement par ça vous le devinerez plus tard, hein, c'est inutile de vous spoiler. Mais dès sa mort, il va être vénéré par la population comme un saint. Et il va même être béatifié par Léon XIII, par sa sainteté Léon XIII plus tard. Léon XIII, c'est pas si loin que ça, mais voilà. Du coup, à cette époque-là, donc au moment où l'influence française était grandissante, Louis VI avait même pensé à imposer aux Flamands un comte, parce qu'il eut l'idée d'imposer aux Flamands une sorte de créature qui sera sa marionnette, un comte qu'il contrôlera, parce que les comtes de Flandre avaient beaucoup trop d'influence, mais parce que n'oublions pas que c'était les comtes de Flandre étaient donc le roi de France était suzerain des comtes de Flandre, mais la résistance des villes a réussi à sauver le comte de Flandre, le comté de Flandre, de Louis VI. Et donc Louis VI n'a pas réussi à mettre son projet à exécution. D'ailleurs, pendant un instant, il s'était cru maître du comté de Flandre, hein. Mais c'est pendant qu'un instant seulement, hein. Je dis bien qu'un instant parce que son fils, Louis VII, qui était trop occupé à guerroyer dans la vallée du Rhône et sur les hauts plateaux de l'Auvergne et du Velay, n'avait pas pu continuer l'œuvre de son père. Et du coup, il n'avait pas continué les travaux, ses projets pour le comté de Flandre. Et c'est à cette époque donc que le comte de Flandre Thierry, que je vous parlais, avait opéré la réconciliation, on peut dire, entre les deux bords de l'Escaut, avec le comte Philippe, son homologue de l'autre côté du fleuve. Philippe, comte de la du Hainaut. Voilà. Et c'est sous le règne du second, donc le règne de Philippe. Pardon, non, je raconte n'importe quoi. C'est sous le règne du comte de Flandre, pas du comte de Hainaut, hein, mais du comte de Flandre que celle-ci va atteindre l'apogée de sa puissance, véritablement, en 1164. Il se mit en possession au nom de sa femme, donc sa femme qui était une fille du comte de Vermandois, et au nom de sa femme, il prit le comté de Vermandois, et avec toutes ces petites appendices, qui sont le Valois et l'Amiénois. Ainsi, le comte de Flandre dominait tout le Bas-Escaut, et jusqu'à l'île de France, presque. Et il fut dès lors le premier des vassaux du roi, en termes de puissance. Et d'ailleurs, il fut même le plus puissant des princes des Pays-Bas. Louis VII, le cher roi de France, fut frappé de paralysie, triste sort, et il dut renoncer au trône. Et donc ce fut tout naturellement ce puissant comte de Flandre qui devint le premier conseiller du jeune Philippe Auguste, du roi Philippe Auguste. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec Louis VI, qui s'était cru un instant le maître du comté, et à cet instant-ci, c'était plus le comte de Flandre qui aurait pu se croire maître de la France. On peut penser un instant être revenu au temps du comte Baudouin, qui avait même exercé la régence sous le nom de Philippe Ier. Donc, le comte Baudouin, c'est le comte dont je vous parlais bien plus tôt dans la présentation. Mais je ne vous avais pas mentionné qu'il avait exercé la régence au nom du roi de France. Le comte, d'ailleurs, fit même épouser à Philippe Auguste la fille de sa sœur, la comtesse de Hainaut. Et d'ailleurs, plus tard, il pensait avoir fait un coup de maître. Mais plus tard, en fait, vous verrez que c'est pas une si bonne chose parce que ça va donner des casus belli à Philippe Auguste sur le Hainaut. Donc jamais aucun des prédécesseurs à ce cher comte de Flandre n'avait joui d'un prestige aussi grand. Ça, je vous l'avais dit. Et on peut peut-être expliquer ainsi
pourquoi il se berçait dans des rêves de plus en plus chimériques. Mais bien sûr, il fut rapidement rattrapé par la réalité. Quand en 1180, Henri II avait conclu la paix avec Henri II d'Angleterre avait conclu la paix avec Philippe Auguste. Donc Philippe Auguste récupère les territoires en France. Et puis du même coup, il va se réconcilier avec le parti champenois. Donc pour faire un bref résumé, le parti champenois, donc c'est le parti de la famille de Champagne, qui avait été écarté de la cour par le puissant comte de Flandre, qui avait la main mise sur la cour de l'époque, vu que Philippe Auguste était sous son emprise, on peut le dire. Et du coup, ce parti champenois avait profité, ou plutôt pour se venger, il avait noué des intelligences avec l'Angleterre. Et du coup, il avait essayé de débrouiller avec Philippe Auguste. Mais le parti champenois et Philippe Auguste se sont réconciliés pour mieux s'occuper de leur ennemi, l'ennemi de la France. Le roi avait donc décidé d'aller secouer du flamand et peut-être même en profiter pour réunir sous sa couronne les domaines de Flandre. Puisque le comte, n'ayant pas d'héritier, il voulait s'en accaparer. Et d'ailleurs c'est pour ça que tout au long de son règne, Philippe Auguste ne cessera de lutter contre les Flamands avec le même esprit de ténacité qui le caractérise si bien, à tel point qu'il aurait même dit un jour ceci, ouvrir les guillemets, la France absorbera la Flandre ou elle sera détruite par elle. Ça résume très bien son esprit. C'est peu ou prou à cette période, d'ailleurs qu'éclata la guerre de 100 ans, et il est inutile de mentionner que les Pays-Bas prirent parti aussi, puisque je vous ai parlé de la bataille de Bouvines, c'est dans ce cadre-là qu'elle s'inscrit. La guerre de 100 ans, les Pays-Bas déchirés entre le parti des Anglo-Guelfes et celui des Franco-Gibelins. Je ne sais pas si c'est utile de préciser de quoi il s'agit, je suppose que vous connaissez tous et toutes la guerre de 100 ans, mais je vais quand même rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le parti des Anglo-Guelfes et des Franco-Gibelins. Donc c'est deux partis pour la succession du Saint-Empire. Donc c'est la guerre de succession dont je vous parlais dans le résumé de cette partie. Et du coup, le comte de Flandre, on peut bien sûr imaginer qu'il ait pris par vengeance le parti des Anglo-Guelfes contre Philippe Auguste. C'est tout à fait concevable. D'ailleurs, le comte de Hainaut, après le rapprochement, il était tout destiné à prendre aussi celui-ci. Mais la force des choses le poussa dans l'autre camp, puisque suite à un rapprochement inattendu avec l'empereur et le roi de France, Frédéric Barberousse, alors empereur, le paya richement pour ses services, en lui faisant obtenir le comté de Namur, donc il a pu s'étendre son territoire, et il lui confère même le titre de marquis sur ses terres, ainsi l'élevant au rang de prince d'empire. Donc le comte de Hainaut, à un moment, s'est fait appeler marquis aussi. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce titre s'est perdu, c'est une affaire à creuser. Le duc Henri de Brabant entra aussi dans la coalition anglo-guelfe, pas par rancune comme le comte Philippe de Flandre, mais plus à cause de la passion qu'il entretenait pour l'agrandissement territorial. Donc le duc de Brabant, il faut vraiment s'imaginer un personnage turbulent qui n'hésite pas à employer toutes les genres de violences possibles et à pratiquer toutes les sortes de ruses pour pouvoir agrandir son territoire. Je pense que d'ailleurs c'est à vérifier, mais je pense que c'est d'ailleurs bien lui, pour vous raconter l'anecdote, qu'il avait enlevé une comtesse et il l'a libérée tant qu'elle ne lui avait pas donné un village. Mais je pense que je me trompe, mais c'est probablement lui, ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, sa vie en fait n'était qu'un tissu d'intrigues et de parjures. Mais je ne suis pas là pour vous raconter une énième fois le déroulement de la première guerre de 100 ans. Je voulais simplement vous éclairer sur les partis pris dans la région des Pays-Bas. Tout ça pour donner un cadre à l'évocation de la bataille de Bouvines, dont je vous parlais, qui a eu lieu en juillet 1214, et qui marque un réel déchirement, on peut le dire, dans la trappe des combinaisons territoriales, portant ainsi à la main
occasion un coup mortel à la coalition anglo-guelfe qui va s'effondrer. Puisque Othon IV est contraint de fuir, donc il est déposé et remplacé par Frédéric II. Un an plus tard, Jean sans Terre, donc le roi d'Angleterre, se voit imposer la Magna Carta, en 1215 donc, par les barons anglais. Le duc Henri de Brabant, on peut le dire par toutes ses ruses, ses intrigues, va tout de suite, dès que la bataille est perdue, il va se réconcilier tout de suite avec le camp des vainqueurs, de ce sorte que il n'aura pas trop de conséquences pour lui. Mais le comte de Flandre fut peut-être celui qui perdit le plus dans l'histoire, parce qu'il fut mis en prison pendant 12 ans à Paris, et tous les chevaliers et villes de Flandre durent jurer fidélité au roi, sous peine d'être excommuniés s'il violait ses conventions. Donc c'est quand même sévère. Le dernier épisode de cette présentation va porter sur le déroulement, puis sur les conséquences de la très célèbre bataille de Courtrai, également connue sous le nom de Guldensporenslag, ou pour ceux qui ne l'avaient toujours pas deviné, sur la bataille des Éperons d'Or, qui fait aussi l'objet de plaisanteries sur ce cercle, et qui fait suite à l'invasion et l'annexion de la Flandre par le roi Philippe le Bel, aussi très grand roi français, puisque la politique royale qu'il menait jusque-là avait si habilement profité, il avait su si habilement profiter du conflit qui régnait entre le comte et les patriciens, parce que le comte en fait avait donné avait octroyé encore des chartes, il avait donné des privilèges aux villes, tout ça qui allait dans... Donc c'était des réformes sociales qui étaient très appréciées par la population et par les métiers, donc les artisans. Et du coup les patriciens, on peut dire la haute bourgeoisie, étaient vraiment en fait en conflit avec le comte. Et en fait Philippe le Bel s'est allié. Alors attention vos oreilles, il a réussi à accomplir la conquête de la Flandre grâce à l'appui de la haute bourgeoisie. Donc Philippe le Bel s'est allié à la haute bourgeoisie pour conquérir la Flandre. Donc on peut faire d'ailleurs un écho, assez marrant, entre cette opposition entre haute bourgeoisie et gens du peuple, puisque c'est-à-dire que le sort des Pays-Bas dépendit au commencement du XIVe siècle uniquement des métiers, donc des artisans, du triomphe des tisserands et des foulons de Bruges sur les rentiers et les marchands, donc sur les patriciens. En effet, c'est Guy de Dampierre, donc la famille de Dampierre, c'était la nouvelle dynastie qui régnait sur le comté de Flandre. Et donc ce cher Guy de Dampierre, le comte de Flandre, avait mené une politique sociale, donc je vous l'ai dit très active. Voilà, il avait octroyé des privilèges, de sorte que l'annexion produisit un vif mouvement de sympathie pour le comte. Toutes ces personnes qui étaient très redevables au comte, il y avait un mouvement de sympathie qui allait dans sa direction, mais qui ne s'est pas traduit en action concrète pendant l'invasion. Donc d'ailleurs c'est ça qui a poussé un instant Guy de Dampierre à dire que tous ces gestes en la faveur du peuple, on peut dire, n'avaient pas été grandement récompensés. Et ce mouvement de vive sympathie est aussi accompagné d'un mouvement naturel, on peut dire, d'hostilité à l'égard de la France. Mais après, pour se concilier la sympathie des métiers, on aurait pu penser que Philippe le Bel aurait dû se poser en protecteur des petits, qu'il les laissa administrer les villes à leur guise, donc il renonça en fait à son alliance avec la haute bourgeoisie. Mais Philippe semblait tout d'abord l'avoir compris, puisqu'il abolit un nouvel impôt à la demande des métiers. Il supprima le collège des 39, donc une institution qui avait été instaurée le siècle précédent par le comte de Flandre, et qui donnait le pouvoir dans les villes à 39 hauts personnages, et qui n'était pas fort apprécié alors, et qu'il remplaça par un échevinage, dont la moitié était attribuée à l'élément populaire. Mais une telle politique en fait répugnait trop à ce cher roi de France, Philippe, et en fait était en totale contradiction avec les traditions de la monarchie française. Du coup, Philippe, préférant ne pas rompre son alliance avec la haute bourgeoisie, abandonna cette politique
qui était indispensable en fait pour se concilier l'ordre et le calme dans le comté de Flandre. Du coup, c'est un peu... D'ailleurs, il nomma un gouverneur, un homme très violent, hautain, dur et méprisant pour le peuple, qui était incapable de comprendre les intérêts, les inspirations, la puissance des grandes communes qui passaient sous son gouvernement. Et d'ailleurs, la noblesse va profiter de ce gouverneur pour tirer parti de la situation, de sorte que ce monsieur, donc ce gouverneur qui s'appelait Jacques de Châtillon, il fut très rapidement débordé par la noblesse. Dans cette Flandre que le commerce faisait vivre, il voulut gouverner par les féodaux, et c'était une erreur qu'il va payer. D'ailleurs, son erreur lui valut que bientôt des protestations vont s'élever de toutes parts contre la rapacité de ces fonctionnaires, qui vont littéralement racketter les marchands d'impôts à l'entrée d'impôts sur les fleuves, etc. Désastreux. Aux yeux de tous, la conquête française n'a eu pour seul résultat que d'affirmer la domination des patriciens. Donc encore une fois, on retrouve l'alliance de Philippe le Bel avec la haute bourgeoisie se traduit aussi dans les faits par son gouverneur qui va aussi traduire cette alliance en actes et affirmer la domination des patriciens. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'a eu lieu le soulèvement de Bruges. Donc c'est un peu le prémisse où une assise avait été élevée en fait pour couvrir les dépenses occasionnées par les fêtes offertes au roi lors de sa visite et qui étaient vraiment très chères et qui donnaient lieu, parce que c'était les gens, les villes qui allaient payer, et en fait ça servit de prétexte à la révolte, à la première étincelle on va dire. Les tisserands, les drapiers, tous les petits gens courent aux armes. Les patriciens implorent le secours du gouverneur Jacques de Châtillon, qui va aller jusqu'à précipiter une troupe de 500 chevaliers sur Bruges. Et ces chevaliers, en fait, ils devaient s'emparer des portes à un signal convenu, tandis que les patriciens de l'intérieur devaient tomber sur le peuple. Mais le complot avait été découvert par les artisans, qui rejoignirent la révolte et prirent les armes, et le peuple, avec les métiers, a réussi à refouler l'ennemi dans le vieux donjon. Est-ce que c'est un hasard de l'histoire? Mais le vieux donjon dont il était question, en fait, c'était justement celui où s'étaient réfugiés jadis les assassins de Charles le Bon. Donc je vous disais que je vous en reparlerai. Et bien en fait, Charles le Bon, qui s'était fait assassiner par les Français, ces assassins sont allés se réfugier dans ce vieux donjon. Et c'est justement là que les chevaliers envoyés par Jacques de Châtillon se sont réfugiés, dont une partie furent massacrés, le reste prisonniers, et les artisans les artisans en fait avaient voie libre pour s'emparer du gouvernement de la ville, qui leur était ainsi restitué. Châtillon, pris de court par la catastrophe, alla jusqu'à appeler en renfort son frère, qui était comte de Saint-Paul. Il fut suivi par une bande de mercenaires français qui marchèrent à ses côtés, et tous ensemble ils marchèrent sur la ville. On peut dire qu'elle avait aucune chance, une bande d'artisans et de gens du peuple. Et d'ailleurs, c'était la ville fut écrasée, littéralement. Elle fut condamnée à perdre tous ses privilèges, à la destruction de ses remparts, et même à envoyer un contingent de 468 otages à Tournai. En plus de cela, le gouverneur Jacques de Châtillon voulut jeter les bases d'une puissante forteresse pour s'assurer à l'avenir de l'obéissance des Brugeois. Ces mesures eurent l'effet inverse qu'espérait Jacques de Châtillon, puisque les patriciens, qui jusqu'alors avaient justement participé contre le peuple, s'allièrent au métier. Ils oublièrent momentanément leur querelle et s'unirent pour défendre l'autonomie de la ville. C'était considéré comme un déshonneur de laisser les remparts se faire démolir, de perdre tous ses privilèges. Et là-dessus, les métiers et les patriciens de la ville étaient totalement d'accord. Du coup, ils s'unirent momentanément. Ils firent appel au Parlement français. Mais ce Parlement
ratifia en fait le printemps suivant la sentence au désarroi général. Dès l'hiver 1301, il y a un nouveau soulèvement des métiers qui s'opère. Cette fois-ci, le bail du roi et la haute bourgeoisie quittent la ville carrément, parce qu'ils sentent toute résistance vaine. Les métiers font alors cesser la démolition des remparts. Donc les remparts sont quand même en partie démolis, mais on va dire qu'ils ne vont pas plus loin, c'est logique. Et quelques semaines plus tard, inspirés, les Gantois vont suivre l'exemple des bourgeois. Et à Gand, des émeutes formidables vont éclater contre les patriciens. Il faut bien s'imaginer la chose. En fait, ça va se transformer en opposition, parce qu'à la base, c'était juste contre les patriciens. Mais cette opposition va vraiment se transformer contre le régime français, qui soutenait les patriciens, faut bien le rappeler. Et c'est donc le mouvement de Gand et de Bruges va s'unir sous la bannière d'un certain Guillaume de Juliers, qui est le petit-fils du dernier comte de Flandre, qui apparaît en fait comme le successeur légitime pour reprendre la couronne de Flandre. Et voici un témoignage qui est livré par un chroniqueur de son arrivée à Bruges. On regardait comme un miracle, nous dit un dénommé Van Veltem, qui est un chroniqueur, que cet enfant fût venu de l'Orient pour aider le peuple dans la lutte contre la France. On bénissait le ciel de son arrivée. Donc Châtillon, le gouverneur Châtillon, avait résolu d'une vengeance terrible contre l'affront qu'il avait commis, qui lui avait été commis. Il était, on peut très bien s'imaginer, cet homme cruel, etc., et qui se fait battre comme ça par des petites gens. Il est en colère furieuse et il jure de reprendre le pouvoir à Gand. Donc la situation paraissait totalement désespérée, parce que Gand est tombé, bien sûr. Les troupes se rapprochent de Bruges. La situation est totalement désespérée. Le Guillaume de Juliers, le successeur au comté, va aller chez son oncle, le comte de Namur. Et les Brugeois vont perdre totalement courage. Ils sont ainsi abandonnés par Guillaume, de telle sorte qu'ils vont même jusqu'à rendre la ville à Châtillon. Quand il s'approcha de Bruges, les Brugeois vont se rendre. Et ça va... En fait, toute cette situation, ça va donner lieu à l'épisode des matines de Bruges. Parce que, en fait, le lendemain, Châtillon arrive en maître. Il est entouré d'un appareil militaire très menaçant, qui fait penser au peuple qu'il est perdu. Le peuple a peur. Les plus compromis de l'histoire de Guillaume de Juliers, en fait, avaient fui la ville, parce qu'ils craignaient pour leur vie, et donc pour éviter de se faire tuer. Après, ils avaient fui, mais ils furent rappelés en urgence par la population. Et du coup, à la faveur de la nuit, ce petit contingent parvint au bord des fossés et égorgèrent les sentinelles françaises. Et puis ils pénétrèrent par l'enceinte. Donc puisque je vous disais que les remparts étaient à moitié démolis, en fait, ce fut très simple de les franchir. Et ce fut le signal du massacre. Littéralement, les soldats de Châtillon, surpris en plein sommeil, furent facilement assommés. Alors là, un cri retentissait partout dans les rues, le cri Schild en Vriend. Donc, je ne sais pas pourquoi on crie ça, parce que littéralement, c'est l'air bouclier et ami. En néerlandais, je ne saurais l'expliquer, mais en tout cas, c'est ce qui était crié. Et de là, les Français débandés cherchaient même à se mêler à la foule, en fait, en imitant, donc en se trahissant, sauf que les Flamands, vu que les Français essaient d'imiter ce cri, ils les repéraient à leur accent, à leur très mauvais accent, et ils étaient impitoyablement mis à mort. Tout dès qu'on entendait parler français, c'était mis à mort dans la foule. Et la chose était faite. Désormais, la relation entre la France et la Flandre était irréparable, puisque 5 jours après, déjà Guillaume de Juliers revenait sous les cris de joie de la population. Toute la Flandre maritime, les petites villes et les campagnes, qui étaient alors exaspérées par la rapacité des fonctionnaires français,
se déclarer pour lui. Donc toute la Flandre se joint sous sa bannière. L'oncle de Guillaume, donc Guy de Namur, accourut même à son côté. À Ypres, les artisans forcent les patriciens à lui ouvrir la ville, donc ils rendent la ville à Guillaume et à Guy. Il y a partout les métiers deviennent maîtres du pays, ils confisquent les biens des bourgeois, renversent la bannière fleur de lycée. Et il y a seulement Gand qui reste sous le joug des patriciens et demeure fidèle au roi. Donc c'est la seule ville qui reste sous le contrôle français. Le triomphe donne à l'insurrection une invincible confiance, de sorte qu'ils attendent désormais la bataille avec un courage de lion. Le 11 juillet 1302, donc c'est le jour de la très célèbre bataille de Courtrai, la composition des armées se déclinait ainsi. D'un côté, on a Robert d'Artois, et derrière lui marchait une armée composée d'infanterie française, de mercenaires génois et allemands, renforcés par les brillants escadrons de la noblesse d'Artois, de Normandie et de Picardie, ainsi qu'une foule de patriciens qui avaient fui et qui se joignaient à l'armée de Robert d'Artois. Donc l'armée flamande, elle, au contraire, n'était composée que de fantassins et de gens du peuple. Donc des tisserands, des paysans, tous armés de lourdes piques et coiffés du chapeau de fer. À l'exception de 600 armures de fer qu'avait envoyé le comte de Namur. C'était vraiment le pot de terre contre le pot de fer, on aurait pu croire. Et contre toute attente, ce sont les Flamands qui vont triompher, qui vont vraiment triompher, on peut le dire. Comme à Bruges, tout ce qui parlait français fut massacré, encore une fois, à Courtrai. La panique se mit dans les rangs français, qui provoqua une affreuse déroute vers Tournai. Au soir où l'abbé et chroniqueur Gilles Musy, donc un autre chroniqueur, nous décrit la situation, quand il voit les fouillards rompus de fatigue, affamés, demi-morts de peur, et qui vendaient même leurs armures aux bourgeois pour un morceau de pain, pour éviter tellement ils avaient faim et tellement ils n'avaient pas envie de se faire reconnaître et de se faire mettre à mort en fait. Donc là, je vais vous parler un instant des conséquences de cette bataille. Les conséquences politiques de cette bataille de Courtrai furent aussi considérables que ceux de la bataille de Bouvines, dont je vous ai parlé juste avant. Celle-ci avait livré les Pays-Bas aux Français, donc la bataille de Bouvines, et celle-là lui avait enlevé la bataille de Courtrai. Mais tandis que la bataille de Bouvines appartient à l'histoire européenne, de par son appartenance peut-être à la guerre de 100 ans, la bataille de Courtrai appartient exclusivement à l'histoire nationale. On peut dire que les quelques heures qu'elle a duré suffirent à rendre le comté de Flandre à sa dynastie. Il est possible que ce soit le premier coup porté à la prépondérance française dans la région. D'ailleurs, sa sainteté Boniface VIII se leva même en pleine nuit, donc à Rome, pour en entendre le récit. À Courtrai, l'armée flamande s'était bornée à repousser une invasion, et après Courtrai, elle va prendre le chemin de l'offensive, appelée par les métiers des villes de Lille et de Douai contre les gens du roi. Voilà, c'est ici que se clôt ma présentation